Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire d'Ouranos. C'est le dernier d'ailleurs de la série, la programmation qu'on avait prévue pour hiver-printemps 2026. On reprendra à l'automne prochain, là, après ce webinaire d'aujourd'hui, puis la programmation, elle sera lancée plus tard, là, au cours des prochains mois. Donc, bonjour, mon nom est Caroline Larrivée. Je suis avec Ouranos. Ça me fait plaisir ce matin d'accueillir et de présenter Sébastien Ouellet-Proux du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour parler de la question de disponibilité de l'eau au Québec, enjeux et approches novatrices. Avant de commencer, peut-être juste un rappel pour les règles de bon fonctionnement. Merci de garder vos micros muets. Euh, pour ceux qui sont en ligne, il y aura une période de questions à la toute fin de la présentation, donc présentation d'environ 45 minutes avec peut-être une dizaine de minutes pour des questions à la fin. Vous pouvez entrer vos questions, vos commentaires dans la zone de clavardage tout au long de la présentation, mais on prendra les questions vraiment à la toute fin de la présentation. Le webinaire, il est enregistré, il va être disponible de manière en différé au cours des prochains jours. Et donc, juste pour présenter le conférencier, donc Sébastien détient un doctorat en sciences de l'eau de l'INRS. Il est chef de l'équipe de gestion des ressources en eau à la direction de l'eau potable et des eaux souterraines et de surface du ministère de l'Environnement, la DPES donc. Euh, Peut-être juste pour donner un tout petit peu de contexte avant de laisser la parole à Sébastien, juste pour mentionner que euh, Ouranos participe donc, comme vous le savez, plutôt, le Québec, le gouvernement du Québec s'est doté d'une stratégie québécoise de l'eau qui couvre la période 2018-2030, d'où découle le plan national de l'eau, qui est assorti avec un fonds bleu là pour sa mise en œuvre. Ça représente un montant d'à peu près 500 millions là, juste pour la période 2023-2028. Et à l'intérieur de ça, il y a plusieurs mesures qui sont prévues pour aider dans la gestion de l'eau. Ouranos réalise certains travaux qui sont donc en lien avec ce plan national de l'eau, notamment l'initiative Climo, dont certains d'entre vous, vous êtes peut-être au courant. Donc, ça s'inscrit dans ce plan. On fait aussi, l'organisation fait aussi partie du Forum d'action sur l'eau, qui a un rôle pour aider dans le suivi des actions du plan. Et donc, dans le cadre de ce plan, donc, il y a la mesure 5.2 en particulier, où s'inscrit là ce dont Sébastien va parler ce matin, qui inclut notamment certaines initiatives, certaines collaborations avec Ouranos, mais plus largement plusieurs mesures en lien avec la gestion de la ressource eau au Québec. Donc, c'était juste un petit peu l'intro que je voulais faire. Sébastien, je te cède la parole et puis je reviens à la fin de la présentation pour modérer la période de questions. Merci beaucoup, Caroline. Donc, pas besoin de me présenter. Et puis là, c'est toujours un peu spécial de présenter devant un écran sans voir les participants. Mais je vais faire de mon mieux. Puis ça me fera plaisir de répondre aux questions s'il y a des points qui ne sont pas suffisamment clairs. Euh, donc, je débute. OK. Donc, il y a pas si longtemps, on parlait pas on parlait pas beaucoup de disponibilité de l'eau au Québec. On parlait essentiellement de crues et d'inondations quand on parlait de quantité d'eau. Depuis les dernières années, entre autres après les sécheresses de l'année 2021 et 2025, la question de la disponibilité de l'eau devient de plus en plus un sujet qui apparaît au printemps, à chaque printemps. Donc là, j'ai sorti quelques titres de journaux qui ont été publiés l'an passé, en 2025. Donc, est-ce que le Québec pourrait bientôt manquer d'eau? Les pénuries d'eau frappent de plus en plus aux quatre coins du Québec. Donc, des titres qui nous laissent croire qu'on a une problématique de manque d'eau qui est généralisée au Québec. Euh, donc, le Québec est à sec. Les cannebergières vont vider les rivières si elles grossissent encore. Euh,
Donc, on voit qu'il y a de plus en plus d'attention qui est portée vers la disponibilité de l'eau. Des fois, on a l'impression que le problème est même amplifié, qu'il y a une crainte généralisée de manque d'eau au Québec. Donc, on fait face à une problématique qui est relativement nouvelle, dont on commence à discuter et où on mélange parfois certaines perceptions et la réalité. Là, j'ai ajouté dernièrement, je pense que c'est il y a 2 semaines, dès ce printemps, on parlait du Québec qui pourrait manquer d'eau au cours des prochaines années. Donc, c'est des titres qui sont très, très gros, qui peuvent biaiser l'opinion publique vers peut-être une opinion un peu trop catastrophe de la problématique. Donc, au courant de la présentation, je vais pas amener des réponses à savoir si le Québec va manquer d'eau ou si on a tel volume d'eau disponible pour l'exploitation de la ressource, mais plutôt parler des démarches ou comment on peut aborder la disponibilité de l'eau dans un cadre structuré. Je vais aborder les actions qui sont posées au sein du ministère de l'Environnement, donc l'organisation que je représente aujourd'hui. Et puis, des approches qu'on veut mettre de l'avant au ministère pour s'adapter au contexte de potentiel manque d'eau et d'enjeux de disponibilité dans la province. Donc, je suis conscient que quand on parle de disponibilité de l'eau, c'est une problématique à plusieurs dimensions, plusieurs paramètres qui n'est pas nécessairement simple à déconstruire, ou du moins à structurer pour bien la comprendre, d'autant plus que c'est relativement nouveau. Euh, donc, de la façon que moi j'aime l'aborder. euh, donc, ouais, d'abord, je prends un petit pas de recul, là, mais je vais revenir sur les rôles et responsabilités du ministère en lien avec la disponibilité de l'eau. Je l'aborde un petit peu en quelques mots ici, mais je ne vais pas insister là-dessus. Je vais revenir dans un cadre, dans le cadre de la gestion de la ressource un peu plus tard. Mais si on pense à la disponibilité de l'eau en tant que problématique, euh, moi, j'aime bien la structurer en termes d'horizon temporel, là, parce que quand on parle de disponibilité de l'eau, on peut mélanger différents concepts, là. Est-ce que le Québec va manquer d'eau? Euh, Est-ce que le Québec va bientôt manquer d'eau? Est-ce qu'on parle de disponibilité absolue à long terme? Est-ce qu'on parle d'eau souterraine? Est-ce qu'on parle d'eau de surface? Est-ce qu'on parle de manque d'eau en période critique, donc en période de sécheresse estivale notamment? Donc, il y a plusieurs questions qui peuvent être abordées et puis qu'on amalgame dans la même problématique. Donc, moi, j'aime bien l'aborder en termes d'horizon. Donc, à court terme, si on parle de manque d'eau, on parle plutôt d'épisodes de sécheresse, donc où on a des besoins de faire un suivi de la ressource, d'anticiper la situation hydrologique pour les journées à venir. Si on parle plutôt à moyen terme, on parle plutôt de planification de la gestion de l'eau régionale, donc comment on partage l'eau, comment on s'assure qu'on a suffisamment d'eau pour exploiter le territoire présentement en fonction des usages en place. Et puis, à plus long terme, donc ce qui cadre davantage avec les responsabilités d'Ouranos, on parle d'anticipation des conditions futures. Donc, comment on anticipe que la disponibilité de l'eau va évoluer dans le futur et comment on peut s'adapter à ces conditions-là. Donc, il y a plusieurs actions qu'on peut poser en lien avec les différents horizons temporels. Je ne vais pas en faire la lecture tout de suite, mais les mots qui apparaissent à l'écran présentement, ce sont des thématiques, des actions sur lesquelles je vais discuter aujourd'hui. Je vais présenter certaines actions du ministère qui sont en lien avec ces thématiques-là. Euh, ce que, personnellement, je considère très important, et puis je pense que ça s'applique pas seulement à la question de la disponibilité de l'eau, mais comment on peut aborder une problématique, un enjeu pour faire certains pas dans la bonne direction, mais le rattacher à des initiatives qui sont structurantes. Donc, pour éviter d'avoir un paquet d'actions qui sont déconnectées et puis les ramener dans des mêmes initiatives pour être capable de leur donner du sens, puis nous permettre d'avancer collectivement vers une meilleure compréhension, puis des actions qui sont structurantes. Donc, c'est ce que j'appelle ici les initiatives structurantes. Encore une fois, j'en rattache un seul
une seule à chaque horizon temporel. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont des actions sélectionnées auxquelles le ministère est rattaché. Encore une fois, j'en ferai pas la lecture parce que je vais passer à travers ces différentes initiatives-là au cours de la présentation. Donc, si je me lance, puis je vais avancer en termes d'horizon temporel aussi pendant la présentation pour finir avec une description sur, un peu plus étoffée d'une des initiatives structurantes. Donc, à la base, quand on parle de disponibilité de l'eau, on doit être en mesure de savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc, on doit être en mesure de faire un suivi. Donc, au ministère, on a autant un réseau de suivi en eau souterraine qu'en eau de surface. Euh, donc, moi, Caroline l'a nommé, je suis de la direction de l'eau potable, des eaux souterraines et de surface. Notre direction et notre équipe est responsable de l'opération du réseau de suivi des eaux souterraines du Québec. Donc, l'image qui est sur la droite. On a plus de 270 stations, donc je me rappelle jamais du chiffre exact, c'est pour ça que je mets plus de 270, mais de mémoire, c'est 273 stations, majoritairement situées dans le sud du Québec, mais quelques-unes un peu plus au nord aussi. Euh, les collègues de la direction principale de l'expertise hydrique, eux opèrent le réseau de suivi en eau de surface. Aux dernières nouvelles, ils avaient 280 stations distribuées de façon un peu similaire au réseau de suivi des eaux souterraines, donc majoritairement concentrées dans le sud de la province. Donc, les réseaux de suivi, vous le comprenez, c'est une information de base qui nous permet de connaître l'état hydrologique au sens large, donc incluant eau souterraine et eau de surface. C'est Les informations sur chacun des réseaux de suivi sont diffusées en ligne. Dans le cas des eaux de surface, c'est une diffusion qui est effectuée en temps réel, là, où on voit les débits journaliers aux stations hydrométriques, qui peut être consulté librement par le public. Du côté des eaux souterraines, on a le même type de diffusion. Par contre, on a une mise à jour annuelle. Donc, on n'a pas les niveaux d'eau en temps réel. Il y a différentes raisons derrière cette diffusion annuelle, notamment parce que le réseau de suivi des eaux souterraines a été implanté à la base dans un objectif d'évaluation de l'effet des changements climatiques sur les niveaux d'eau souterraines. Donc, il n'y avait pas de besoin de diffusion en temps réel. Là, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour la disponibilité de l'eau. Donc, il y a de plus en plus d'intérêt de connaître les niveaux d'eau à un pas de temps plus court. Donc, c'est pour cette raison qu'on travaille, qu'on est en train de déployer de façon pilote de la télémétrie pour obtenir les niveaux d'eau en temps réel et pour avoir une diffusion potentiellement un pas de temps plus court. Donc, à partir des réseaux de suivi, on peut déterminer ou on peut déterminer l'état de la ressource. Donc, puisque notre réseau, là, je me tourne davantage du côté des eaux souterraines, donc ce qui est porté par ma direction. Mais lorsqu'on a de la donnée avec un historique suffisamment long, donc des réseaux de suivi, de l'importance du maintien des réseaux de suivi à long terme, on est capable d'en faire l'analyse et puis faire une diffusion de l'information sur l'état de la ressource d'après les réseaux de suivi. Donc, depuis l'année passée, grâce au travail de ma collègue Zina Swaisi, on diffuse un bulletin biannuel de la situation des nappes basé sur l'indice piézométrique standardisé. C'est une méthodologie qui avait été proposée à la base par l'INRS, l'équipe de René Lefebvre, que nous avons repris pour le transformer en un produit opérationnel. Donc, c'est un bulletin biannuel qui informe sur la situation des nappes après le pic de recharge au printemps et puis après les niveaux les plus bas, ce qu'on appelle étiage, parfois à tard, en eau souterraine, à la fin de l'été ou à l'automne. Avec nos réseaux de suivi, on est aussi capable de regarder les tendances sur les niveaux d'eau souterraine. Donc, ce qu'on fait aussi depuis très peu, qu'on diffuse en ligne, en passant autant le bulletin que les tendances sont diffusées sur Données Québec. Le lien est en bas de page ici.
Donc, depuis peu, on diffuse également les tendances historiques des niveaux d'eau souterraine. Ici, on affiche les tendances des niveaux moyens, mais aussi on affiche les tendances autant du pic, donc les niveaux les plus hauts dans l'année, et des niveaux les plus bas. Associés à chacune des stations, on peut consulter les graphiques qui nous informent des tendances. Euh, donc ici, petit point de vigilance, là, quand on voit une tendance à la baisse, ça ne veut pas dire qu'on a un assèchement de la nappe ou de l'aquifère qui est associé au puits d'observation, mais ça veut seulement dire que sur la période sur laquelle on a calculé la tendance, on voit une baisse. Donc, attention à ne pas surinterpréter non plus ce qui est diffusé, ce qui est présent dans cette information, dans ces produits-là. Donc, à court terme, c'est ce qu'on fait au ministère. On diffuse, on diffuse un suivi de l'état de la ressource autant en eau souterraine qu'en eau de surface. En eau souterraine, on travaille à valoriser cette donnée-là pour la rendre de plus en plus interprétable. Ce sont de premiers pas, on est toujours en développement, pour tirer le plus d'informations possible de ce réseau. Quand on parle de disponibilité de l'eau, là, je vous dis, on migre à des pas de temps un peu plus longs, donc à l'horizon moyen terme. Quand on parle de disponibilité de l'eau, on l'associe inévitablement aux usages, hein, parce que on s'intéresse à la disponibilité de l'eau pour satisfaire les besoins en eau associés aux différents usages. Et puis, les différents usages influencent la disponibilité de l'eau. Donc, si on prélève de l'eau à partir d'une source, ben, inévitablement, il y en a moins de disponible pour les autres usages, les autres usagers. Donc, au ministère, à travers le règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau, on a de l'information sur les différents usages de l'eau à travers le Québec. Donc, sans entrer dans les détails sur cette donnée-là, on a de l'information diffusée publiquement, autant sur l'usage réel de l'eau. Un exemple ici est à gauche, là, donc c'est les données de 2022, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, où on voit naturellement qu'il y a une plus grande utilisation de l'eau, une plus grande densité de prélèvement en volume et en nombre dans le sud-ouest du Québec. On diffuse également les autorisations de prélèvement d'eau qui sont délivrées, autant en eau souterraine qu'en eau de surface. C'est une information qui est diffusée sur l'Atlas de l'eau pour les prélèvements depuis l'entrée en vigueur du régime d'autorisation en 2014 jusqu'en 2024, hein, mais c'est une information qu'on met à jour annuellement. Donc, on fait un suivi de l'état de la ressource. On a aussi une information sur la pression qu'on y exerce et puis les besoins qu'on doit satisfaire à partir de cette ressource. Euh, donc, sur les prélèvements d'eau, on diffuse aussi une information plus vulgarisée, un sommaire des déclarations qui sont effectuées ici. Je présente le sommaire qui est de 2023, mais encore une fois, c'est un produit qu'on met à jour. On est capable de mieux connaître quels sont les principaux utilisateurs, de quelles sources proviennent les principaux usages ou de quelles sources s'approvisionnent les principaux usages de l'eau. Là, sans que je donne la statistique ici, là, on voit que l'usage principal de l'eau est l'usage municipal, donc pour l'approvisionnement en eau des citoyens et tous les usages connectés au réseau de distribution. Euh, une petite statistique peut-être intéressante, là, le plus grand volume de prélèvement d'eau au Québec est effectué en eau de surface. Donc, seulement 15% des volumes de prélèvement d'eau au Québec proviennent des eaux souterraines, mais ça représente 70% des prélèvements en nombre. Donc, on a beaucoup de petits prélèvements étendus sur le territoire pour satisfaire des besoins en eau relativement faibles. Donc, on a une utilisation différente des eaux souterraines et des eaux de surface. En eau de surface, on va satisfaire les grands prélèvements, notamment alimentés aux fleuves et dans les grands cours. Donc, on a notre réseau de suivi, on a notre connaissance des prélèvements d'eau. On avance vers du plus long terme, puis une compréhension ou un arrimage possible de la donnée sur la disponibilité de l'eau. Donc, si on fait un pas
plus vers le moyen long terme dans l'Atlas hydroclimatique porté par les collègues au ministère de la direction principale de l'expertise hydrique. Donc, il y a de l'information hydrologique qui est regroupé, consolidé dans un produit qui s'appelle l'Atlas hydroclimatique, qui est maintenant bien établi et bien connu. On a différents types de produits, autant la diffusion de la localisation des stations hydrométriques, une reconstitution des débits journaliers de 1970 à aujourd'hui à travers des outils de modélisation, mais aussi une projection au changement climatique de l'hydrologie, donc de l'hydroclimatologie, et puis la diffusion de différents indicateurs hydrologiques, donc différentes statistiques de débit qui nous informent sur, en moyenne, quels sont les débits qu'on mesure en crue, par exemple, donc les grands débits, mais aussi en étiage, lorsqu'on a des faibles débits. Ces indicateurs-là ben, nous permettent de croiser euh, ce qu'on appelle les faibles débits d'une certaine récurrence. Donc, on voit qu'on mesure avec une certaine récurrence. Dans les cours d'eau Québec, ça nous permet de le croiser avec les besoins en eau qu'on obtient à partir des déclarations sur les prélèvements d'eau et les autorisations sur les prélèvements d'eau. Donc, on est capable de croiser la disponibilité des éléments de disponibilité, disons, naturelle, et puis les besoins anthropiques et les pressions qu'on y exerce sur cette disponibilité. En eau souterraine, euh, on a, on a quelques pas je vais pas dire de retard, mais on s'inspire de plus en plus des démarches qui ont été effectuées dans les dernières années en eau de surface, notamment dans le cadre de l'Atlas hydroclimatique. Donc, des reconstitutions de l'état hydrologique sur l'ensemble du sud du Québec. Donc, en cohérence avec les produits qui sont diffusés dans l'Atlas hydroclimatique, on travaille en collaboration avec Ouranos, puis je vais revenir plus tard sur cette collaboration-là, mais il y a un projet à l'interne qu'on mène, qui est ma collègue Laura Gattel, qui mène présentement, qui vise la recharge des eaux souterraines. Donc, la recharge des eaux souterraines, c'est un indicateur déterminant pour évaluer la disponibilité de l'eau. On parle de recharge en eau souterraine. Moi, je ne suis pas hydrogéologue et je ne vais pas faire un cours d'hydrogéologie, mais essentiellement, c'est l'eau qui percole l'eau de précipitation qui percole dans le sol et puis qui migre vers les nappes d'eau souterraine. Euh, donc, en général, les eaux souterraines alimentent les rivières. Donc, ce qui est le lien entre les eaux souterraines, donc ce qui migre des eaux souterraines vers les eaux de surface, c'est ce qu'on appelle le débit de base. Et c'est ce qui alimente les débits en cours d'eau en période estivale quand il n'y a pas de précipitation. Donc, quand ça fait un mois qu'il n'y a pas plu, puis on voit que les rivières coulent encore, ben c'est principalement de l'eau souterraine qui alimente le débit des cours d'eau. Donc, on a un double objectif ici en évaluant la recharge des eaux souterraines sur l'ensemble du Québec. Ben, on a une information sur la disponibilité de l'eau, le renouvellement de la ressource en eau souterraine, mais aussi à quel point les eaux de surface sont alimentées par cette recharge. Euh, donc, présentement, le projet qui s'échelonne de 2025 à 2028 vise à modéliser la recharge des nappes phréatiques sur l'ensemble du domaine couvert par l'Atlas climatique. Là, je donne un exemple seulement pour le sud du fleuve, mais c'est vraiment pour l'ensemble du domaine qui est couvert par l'Atlas climatique. C'est ce qu'on vise à faire autant en climat actuel qu'en climat futur. Donc, pour les mêmes horizons temporels que ceux qui sont considérés dans l'Atlas climatique actuel. Donc, une fois qu'on a de l'information spatialisée autant sur les prélèvements d'eau que sur les indicateurs hydrologiques, on est capable de croiser cette information-là puis de le transformer en indicateur de disponibilité ou de pression sur la ressource. Donc, c'en est un exemple ici d'un indicateur qu'on diffuse dans l'Atlas de l'eau. Là, il y a peut-être un choix de couleur qui serait à revoir, là, mais on a un indicateur qui va d'une disponibilité élevée, donc tout ce qui est en vert, vers une faible disponibilité, ce qui est en rouge. Ici, tout ce qui est en rouge, ça ne veut pas dire qu'on a une problématique de disponibilité de l'eau, ça veut plutôt dire qu'on a une forte pression
ou du moins beaucoup d'usages par rapport à la disponibilité. Donc, lorsque la disponibilité est naturellement faible, ça ne prend pas beaucoup d'usage pour venir mettre une pression qui pourrait être considérée comme étant forte. Mais je ne veux pas que vous reteniez que sur toutes les zones en rouge, on a des problématiques, mais c'est peut-être les zones qu'on doit regarder en priorité pour se poser la question, est-ce qu'il pourrait y avoir des enjeux de disponibilité de l'eau? Ça, c'est un exemple de diffusion d'un indicateur. À l'interne, on travaille sur d'autres indicateurs qu'on aimerait publier dans le futur, mais c'est un peu dans l'esprit de rendre public et disponible de l'information sur la disponibilité de l'eau pour qu'on ait une compréhension commune de cette problématique. Il y a des projets aussi qui ont été menés. Là, ici, c'est une capture d'écran du projet qui s'appelle Cascade par Audet et collaborateurs, où on s'intéressait aux conséquences d'un manque d'eau dans le futur, donc exacerbé par l'effet des changements climatiques. Conséquences socio-économiques ici, notamment. Et donc, sans rentrer dans les détails du projet, je le présente un peu de façon anecdotique, mais on voit que les zones à faible disponibilité, autant par l'indicateur qu'on produit que par ce qui est ciblé dans le projet Cascade comme zone plus vulnérable en changement climatique, on reste dans le sud-ouest du Québec où il y a davantage de vulnérabilité. Donc, c'est le genre de constat qu'on peut tirer de, d'analyses comme ça qui sont possibles parce qu'on a de la donnée source à la base qui nous permettent de connaître l'état hydrologique et puis la pression qu'on y exerce. Donc, on a parlé de court terme, de moyen terme, et on migre vers le long terme. Maintenant, si on parle de disponibilité de l'eau à plus long terme, ben, comme je disais tantôt, on parle d'anticipation et d'adaptation, hein, comme on parle d'adaptation au changement climatique. Euh, donc, en 2024, si je ne me trompe pas, on a initié une collaboration avec Ouranos dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Climo, où Ouranos vient appuyer notre ministère pour la prise en compte des changements climatiques dans nos mandats réglementaires. C'est une initiative qui est autant liée aux crues qu'aux étiages, donc aux grandes quantités qu'aux faibles quantités. Donc, le mandat appui d'Ouranos dans nos mandats réglementaires lié à la détermination des zones inondables et de mobilité, donc si on est en lien avec la crue, et à l'analyse des demandes d'autorisation de prélèvement d'eau, donc en lien avec la disponibilité de l'eau et les étiages. Donc, c'est une initiative qui se déploie en quatre grandes thématiques, une thématique transversale. Je n'entrerai pas dans les détails de chacune d'elles, mais tout de même pour en faire un portrait rapide. On s'intéresse à l'évolution hydroclimatique, donc aux différentes variables hydroclimatiques qu'on peut projeter. Donc, différentes variables hydrologiques qu'on peut projeter en climat futur. Aussi, il y a une portion soutien à l'Atlas hydroclimatique, donc l'outil de diffusion, le cadre de modélisation dont on a parlé un petit peu plus tôt. On travaille aussi sur la projection des besoins en eau euh, en climat futur et puis sur l'influence du climat sur l'inondabilité et la mobilité des cours d'eau. Il y a eu aussi un axe transversal ici tout en bas qui est l'appropriation de la connaissance produite pour appuyer l'adaptation. C'est un volet que je trouve particulièrement important parce que la science sur la disponibilité de l'eau est relativement jeune. Même en eau souterraine, nos réseaux de suivi sont assez jeunes aussi. On parle beaucoup de disponibilité de l'eau et puis on a un besoin de consolider l'information, de la vulgariser et puis de la sortir à l'externe à partir d'une source crédible. Donc, Ouranos nous donne un coup de main là-dessus et puis je crois particulièrement beaucoup en cette portion du projet, bien que les autres éléments soient aussi importants. Donc, quelques exemples d'initiatives sur lesquelles on travaille dans le cadre de Climo, de la collaboration avec Ouranos. On travaille sur une meilleure compréhension de l'influence des changements climatiques sur l'évolution des besoins en eau, autant municipaux qu'industriels. Donc, est-ce qu'on est capable d'anticiper une progression, une évolution des besoins en eau, autant municipaux qu'industriels? C'est important de le savoir parce qu'on doit le considérer pour s'assurer qu'on a une bonne conciliation des usages dans le temps, donc qu'on soit capable de s'adapter aux conditions hydroclimatiques à venir. On travaille aussi à l'ajout de variables
hydroclimatiques à considérer. Donc, il y a des travaux qui sont faits pour l'ajout de la considération de la température de l'eau dans le cadre de modélisation de l'atlas hydroclimatique. Donc, ici, on vient faire un lien principalement avec les besoins en eau des écosystèmes aquatiques. Donc, si on migre vers une disponibilité qui est potentiellement plus faible, est-ce que les températures de l'eau seront plus élevées? Est-ce qu'on va atteindre certains seuils qui pourraient être critiques pour les écosystèmes? Donc, c'est important de le savoir pour adapter la gestion. On travaille à une meilleure compréhension des étiages. Au Québec, comme je l'ai dit tantôt, on s'intéresse depuis longtemps aux conditions de crue. On est particulièrement intéressé par la meilleure compréhension des processus qui mènent à des inondations, avec raison. Mais on se rend compte que les outils hydrologiques de modélisation qui ont été développés dans le temps n'étaient peut-être pas parfaitement adaptés à la considération des étiages. Donc, un effort qui est fait ici pour mieux considérer les étiages dans nos outils de modélisation. Comme je l'ai dit aussi, on travaille sur la communication de messages clés. Je ne reviendrai pas longuement là-dessus parce que le temps file, mais c'est un point important. Et puis, point essentiel pour nous, on vient ajouter aussi les outils TRN, la recharge, dans notre compréhension de l'hydroclimatologie, ce qui est un point important et novateur dans le lien entre le climat et l'hydrologie. Je souligne les partenaires avec qui on travaille. On travaille avec beaucoup d'universités dans ce cadre-là. Et puis, c'est hyper important. J'espère que j'en oublie pas, là, mais il y en a déjà sept qui sont affichés à l'écran. Donc, ces collaborations-là sont hyper importantes. Donc, on a une synergie, une dynamique qui est qui est très porteuse entre le ministère Oranos et puis les universités. Euh, donc, avec cette chaîne-là, on migre vers une compréhension des différents horizons temporels liés à la disponibilité de l'eau, aux enjeux de disponibilité de l'eau. Chacune des actions ici que j'ai listées, que vous avez vues en début de présentation, sont à peu près, elles sont toutes ou à peu près toutes considérées dans les travaux qui sont faits aux différents horizons dont j'ai mentionné. Donc, pour moi, c'est hyper important, là, puis ça peut être un plaidoyer, mon principal plaidoyer aujourd'hui, euh, que c'est essentiel lorsqu'on pose des actions pour mieux aborder ou mieux comprendre la disponibilité de l'eau. On peut avoir envie d'avoir des approches révolutionnaires qui vont tout résoudre d'un seul coup, mais pour moi, c'est une vision qui est peu réaliste. Et puis, on est toujours mieux d'associer des petites actions à des initiatives structurantes qui nous permettent d'avancer de façon commune avec une compréhension commune. Donc, pour le dernier bloc de la présentation, là, je ne sais pas combien de temps il me reste, là, mais je vais essayer de faire vite. Donc, je vais vous présenter une initiative structurante là, qu'on est en train de développer ou qu'on initie au ministère. C'est le premier bloc en haut ici, qui est un projet pilote de gestion active des prélèvements d'eau. Donc, c'est une mesure qui s'insère dans ce que j'appelle le court terme, mais qui est intimement lié aussi avec ce qui est moyen terme, donc l'autorisation des prélèvements. Donc, au ministère, je vous l'avais dit que j'allais revenir sur nos rôles et responsabilités. Le ministère de l'Environnement et son ministre est responsable d'autoriser les prélèvements d'eau de manière à assurer une gestion de l'eau en tant que ressource naturelle. Donc, le ministre est responsable de donner l'autorisation aux différents préleveurs pour qu'ils puissent prélever de l'eau. C'est un régime d'autorisation qui est en vigueur depuis le 14 août 2014, donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'il est en vigueur. Puis, c'est une autorisation qui est renouvelable, à part pour les aqueducs municipaux. C'est une autorisation qui est renouvelable aux 10 ans. Donc, il n'y a pas de droit acquis, de droit de prélevé irrémédiable. Même pour toute autorisation, incluant celles qui sont municipales, le ministre peut, pour des considérations de motifs d'intérêt public, aller modifier les autorisations, puis donc modifier la façon qu'on concilie les usages. Et puis, ça inclut les prélèvements qui étaient existants à l'entrée en vigueur du régime d'autorisation. Il y a certains objectifs associés à ce régime-là, donc assurer la protection de la ressource, donc gestion durable, équitable et efficace de la ressource, satisfaire en priorité les besoins de la population, donc santé, salubrité, sécurité et eau potable, et aussi concilier l'ensemble des besoins en eau, incluant ceux des écosystèmes
Et ici, on parle de besoins actuels et besoins futurs. Donc, un futur usager, quelqu'un qui veut utiliser de l'eau, qui ne l'utilise pas présentement, il a autant le droit de le faire que l'usager actuel. Donc, c'est le cadre dans lequel on doit travailler pour autoriser les prélèvements d'eau, permettre les prélèvements d'eau. Donc, ce qu'on vient historiquement, donc depuis l'entrée en vigueur du régime d'autorisation, euh, sans que ce soit fait de façon dogmatique, l'autorisation était plutôt abordée sur un principe de autorisation ou refus. Donc, on autorise, mais s'il n'y a plus assez d'eau pour concilier l'ensemble des usages, on considère le refus. Donc maintenant, ce qu'on vient amener avec cette approche de gestion active des prélèvements d'eau, c'est une vision de gestion des prélèvements d'eau de surface d'abord en fonction de l'état réel de la ressource, donc une gestion temps réel, quelque chose qu'on voit dans d'autres juridictions, qu'on veut amener en application au Québec. L'objectif derrière ça, c'est de préserver les usages essentiels et les écosystèmes aquatiques en fixant des conditions dans l'autorisation ministérielle. Donc, on prend notre cadre d'autorisation ministérielle, on veut aller y insérer des mesures pour avoir une gestion temps réel des prélèvements d'eau en fonction de la disponibilité de la ressource. Donc, ce qui permet d'avoir une certaine flexibilité pour abaisser la pression sur la ressource en période de sécheresse et seulement dans les zones où la ressource est fortement sollicitée. Donc, la façon qu'on a décidé d'avancer pour tester cette approche-là, on a décidé de le faire en toute transparence à travers un projet pilote au centre du Québec. Donc, plutôt que d'arriver avec des mesures réglementaires qu'on vient imposer aux préleveurs, on a décidé de le travailler avec les préleveurs. D'abord pour évaluer l'applicabilité de la méthode. Donc, est-ce que cette méthode-là est applicable pour l'ensemble des prélèvements, l'ensemble des secteurs d'activité? Ensuite, on veut comparer les bénéfices par rapport à l'application actuelle du régime d'autorisation. Donc, est-ce qu'il y a un gain environnemental? Est-ce qu'il y a un gain pour la disponibilité de la ressource à procéder de cette façon-là? On veut tester l'ensemble du coffre à outils pour la mise en place de cette méthode-là. Donc, ça nous permet de faire du développement et de le tester avec des collaborateurs externes pendant qu'on met en place l'approche. Et puis, ultimement, et probablement le point le plus important, ça nous permet aussi de tester l'efficacité de la méthode. Est-ce que les réductions permettent effectivement d'avoir des gains en termes de disponibilité de l'eau? Pour ce dernier point-là, on travaille avec des collègues de l'INRS et de l'Université Laval pour nous appuyer avec notamment des approches de modélisation pour tester l'efficacité de la mise en place de cette méthode-là. Donc, le caractère, le, bon, la partie importante de ce projet pilote-là, selon nous, c'est la partie participative, parce que comme je l'ai dit, on a décidé de le travailler avec l'ensemble des préleveurs. Donc, autant à l'interne, du côté du ministère, nous, on travaille avec l'ensemble des directions concernées, donc l'ensemble de l'expertise disponible au ministère pour mettre en œuvre cette approche-là, mais aussi avec des préleveurs et des associations qui, eux, ont une connaissance très fine du terrain et de leurs besoins en eau, mais aussi de leur mode de gestion. On a aussi des comités qui sont en place avec les différents ministères pour les informer de la démarche. Et puis, avec les organismes de concertation, entre autres les OBV, qui participent aux différents comités, aux différentes discussions. Donc, c'est vraiment une approche novatrice où, ouais, où j'ai oublié aussi les projets universitaires. Donc, on vient s'appuyer sur la science et puis une vision objective et externe de, de, de- de- de l'efficacité de l'approche. Donc, le côté novateur ici, c'est vraiment de le faire en collaboration de façon totalement transparente pour amener un cadre de gestion et une adhésion de l'ensemble des parties prenantes. Donc, j'arrive vers la fin, là, je vais me dépêcher un peu parce que j'ai l'impression que c'est jusqu'à moins quart qu'on avait pour la présentation. Euh, donc, dans les points positifs, participation concrète des partenaires, où on vient valoriser l'ensemble de l'information sur la disponibilité de l'eau, donc élaboration des concepts et des détails techniques de la gestion active. On fait des rencontres, autant des rencontres bilatérales et des rencontres en comité avec les différents intervenants, des rencontres techniques pour réfléchir, se questionner, puis venir mettre à l'épreuve certaines idées, certains concepts avant leur application. Euh,
Application sur le terrain aussi, on vient chercher, on fait des visites terrain, on vient chercher les préleveurs qui nous renseignent sur leur mode de gestion. Oui, moi, je peux diminuer mon utilisation de l'eau pendant un certain moment. Je peux diminuer à chaque jour de 30%, ou je suis capable de prélever une journée sur deux. Donc, on vient s'alimenter de ce qui est réellement possible de faire sur le terrain de différentes façons. Donc, les retombées possibles du projet ou les retombées souhaitées, elles sont à trois niveaux, là, autant pour la gestion de la ressource elle-même, donc l'objectif étant justement de mieux concilier les usages et de mieux gérer de façon durable la ressource. Euh, Pourquoi on procède de façon pilote? Parce qu'on veut une approche pérenne, donc on veut avoir des balises où on a une adhésion des parties prenantes, autant euh, des gens qui encadrent l'utilisation de la ressource que ceux qui l'utilisent réellement. Et puis, on veut s'assurer de la mobilisation des acteurs, donc à travers un processus comme ça, une sensibilisation, une meilleure compréhension de la disponibilité de l'eau, s'éloigner des perceptions et s'ancrer davantage dans de l'information factuelle qui nous permettent d'avoir des balises de gestion objectives et comprises par l'ensemble des acteurs. Donc, c'est une approche que l'on juge structurante. On l'a vu quand même passer un petit peu dans les médias, on s'en fait beaucoup parler. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages de procéder comme ça. Euh, Malgré ça, ce n'est pas la seule approche structurante. Il y a d'autres initiatives qui sont en cours en lien avec la disponibilité de l'eau. Puis là, j'en lance quelques-unes en vrac, mais entre autres, on a le guide de réalisation des analyses de vulnérabilité des sources d'eau potable au Québec. Donc, il y a eu les premiers rapports qui ont été faits il y a environ 5 ans. Là, il y a un ajout de la prise en compte de la disponibilité de l'eau dans l'analyse de vulnérabilité qui doit être faite par les municipalités. Euh, il y a aussi un projet universitaire qu'on finance en collaboration avec l'Université Laval et l'INRS, où on vient évaluer des modes de gestion commune de l'eau, entre autres, pour l'élaboration de plans de gestion. Donc, pour la Montérégie-Ouest, entre autres, c'est une approche qui s'apparente à la gestion active des prélèvements d'eau, mais pour l'eau souterraine. Il y a aussi les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Euh, qui ont été révisés récemment, qui demandent maintenant la considération de la disponibilité de l'eau dans les schémas d'aménagement par les MRC. Donc, c'est un pas de plus pour avoir une intégration plus large de la disponibilité de l'eau dans nos outils de gestion et d'aménagement du territoire. Caroline en a parlé d'entrée de jeu. Le plan national de l'eau, c'est un outil aussi important pour avancer. Donc, il nous donne un financement à travers le Fonds bleu pour travailler sur différentes mesures liées à la disponibilité de l'eau. Caroline a parlé de la mesure 5.2, euh, dans laquelle s'inscrit la plupart des projets dont j'ai parlé aujourd'hui, mais aussi d'autres mesures, comme par exemple la 6.6 qui nous permet de poursuivre les projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines et le transfert de connaissances. Donc, on a un écosystème avec plusieurs initiatives qui nous permettent d'avancer dans notre compréhension de la disponibilité de l'eau. Donc, j'arrive à ma conclusion. Dans les messages clés que je voulais transmettre aujourd'hui, d'abord et avant tout, le fait que la disponibilité de l'eau peut réellement être un enjeu au Québec sans être un problème généralisé sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble de l'année. Donc, faut prendre au sérieux cette problématique ou cet enjeu-là sans non plus l'exagérer et anticiper une catastrophe généralisée au Québec. Donc, s'ancrer dans les faits, ancrer la réflexion dans l'information factuelle et ne pas céder aux perceptions. Euh, Encore une fois, il n'existe pas de solution unique, à mon avis, à la question de la disponibilité de l'eau. On doit plutôt avoir des actions qui s'inscrivent dans une démarche structurée et structurante, donc connecter les initiatives de façon transparente pour avoir une compréhension commune. Euh, donc, selon nous, les actions du ministère, notamment celles dont j'ai parlé aujourd'hui, s'inscrivent dans cette vision-là. Et puis, on s'est donné des éléments clés pour une gestion efficace de la ressource à travers notamment une initiative comme le projet pilote de gestion active des prélèvements d'eau au centre du Québec. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si on est dans le temps, mais je vais te repasser la parole, Caroline. Merci beaucoup.
Merci de votre écoute et puis je vais être disponible pour des questions s'il y en a. Seulement mentionner que les initiatives dont j'ai parlé aujourd'hui sont dans bien des cas portées par des collègues, par d'autres personnes, donc je vais y répondre au meilleur de ma connaissance, mais peut-être que je devrais C'était aller chercher l'information. c'était absolument dans les temps, puis ça a généré quand même pas mal de questions dans la partie de clavardage, fait que je vais y revenir. Merci beaucoup pour la présentation super claire. Je vais d'abord prendre les questions dans la salle, puis après j'irai vers les questions dans le clavardage, mais je vais aussi inviter les gens en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi lever la main et puis on prendra là, les questions au fur et à mesure. Est-ce que dans la salle, d'abord, il y avait des questions pour commencer? Oui, Alexandre. Oui, merci pour la présentation. C'était vraiment très clair. Tu as parlé des besoins des écosystèmes. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des données ou des informations partagées par le ministère qui sont accessibles sur ce sujet? Ouais, ben, du côté des besoins des écosystèmes, ce sont mes collègues de la faune qui en sont responsables. Il y a une politique québécoise sur les débits réservés euh, qui est disponible sur notre site web. Donc, d'abord et avant tout, c'est cette façon-là qu'on considère les besoins des écosystèmes. Par contre, on sait que c'est un document qui a un certain âge et puis on a initié des démarches. En fait, on a démarré un projet avec André Saint-Hilaire de l'INRS et différents collaborateurs pour réviser les débits environnementaux. Donc, quand je parle de débits environnementaux, je parle de débits qu'on doit conserver en cours d'eau pour satisfaire les écosystèmes aquatiques. Nous, à l'interne, on utilise différents indicateurs basés sur les indicateurs d'étiage et puis la pression des prélèvements pour évaluer la pression théorique sur les écosystèmes. Donc, c'est un peu là qu'on se situe du côté de la science. Je vais y aller avec des questions en ligne. En fait, il y en a deux qui sont un peu proches. Une autour de comment, plus spécifiquement, l'agriculture est tenue en compte dans les questions de prélèvement, puis plus largement, peut-être la compatibilité des usages. Est-ce que c'est pris en compte ou comment est-ce que ça pourrait être pris en compte dans la question des prélèvements? Comment est-ce que l'agriculture est tenue en compte dans les prélèvements? Je ne suis pas certain de comprendre exactement le sens de la question, mais je vais peut-être y aller avec des informations de base, puis la personne pourra peut-être compléter si j'amène pas les réponses souhaitées. Mais le secteur agricole est soumis au même régime d'autorisation des prélèvements d'eau que les autres utilisateurs. Euh, et puis sur une bonne partie de la province, là, sans entrer dans les détails, ils doivent aussi produire une déclaration de prélèvement d'eau. On a aussi des estimations des besoins agricoles qu'on effectue par différentes méthodes. Donc, on a une connaissance des besoins en eau agricole qui sont pris en compte autant dans le régime d'autorisation que dans la planification de la conciliation des usages. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, hein. Ce n'est pas la question, elle venait de mon âge. Je ne sais pas si vous voulez poser la question de vive voix. Oui, bonjour. En fait, ma question, c'était plus parce que ils ont aussi besoin de grandes quantités d'eau, puis ça semblait manquer aussi là, au niveau de la disponibilité pour l'agriculture dans certaines régions. Fait que c'était plus un questionnement général là, sur comment qu'on va gérer ça là, au niveau de l'agriculture, parce que c'est super important, évidemment. Ouais, ben, voyez-vous, dans la loi sur la qualité de l'environnement, il y a une priorisation qui est faite des différents besoins en eau. Puis le premier, euh, c'est satisfaire les besoins de la population, donc santé, salubrité, etc. Le deuxième, ce sont les écosystèmes aquatiques. Le troisième, c'est l'agriculture avant les autres besoins anthropiques. Donc, on a une certaine priorisation de l'agriculture dans notre régime d'autorisation des prélèvements d'eau. On travaille d'ailleurs là, dans le cadre du projet pilote, on travaille avec les différentes associations agricoles et des préleveurs agricoles pour bien le considérer parce que donc, il y a certaines particularités aux besoins agricoles, notamment qui sont concentrés à un certain moment de l'année
en période estivale, donc en période où il y a une faible disponibilité généralement. Puis pour la question de la compatibilité des usages, puis la manière que ça peut être pris en compte dans une région donnée. Encore une fois, là, je ne sais pas exactement l'angle de la question, là, mais il y a un objectif dans le régime d'autorisation puis dans notre gestion de l'eau. Il y a un objectif de conciliation des usages. Avant même de tomber en priorisation, l'objectif principal est de concilier l'ensemble des usages. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité absolue des usages, là. Donc, effectivement, là, quand il y a une grande concentration des usages au même moment, c'est là qu'on doit se doter d'approches qui nous permettent d'avoir une compatibilité. Donc, est-ce que c'est de diminuer certains usages à certains moments? Est-ce que c'est de prélever une journée sur deux? Est-ce que c'est d'avoir du stockage qui nous permette de passer à travers des périodes plus difficiles? Ben, je pense que c'est différents trucs là, différentes approches qui nous permettent d'avoir une compatibilité entre les usages. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en profite juste pour vérifier. Je voulais aussi mentionner, il y a des questions un peu plus détaillées là, par rapport à la méthodologie et tout. Je suggère que nous, on conserve un peu ces questions et qu'on te les transmette, Sébastien, puis qu'on voit si on est capable d'y répondre. Donc, il y a certaines questions qu'on ne répondra pas ici. Mais je vais en prendre une autre pour savoir si au niveau des prélèvements, est-ce qu'on tient compte de l'absorption de l'eau du sol, notamment pour les cultures agricoles? Donc, soit le volume d'eau utilisé pour les cultures autres que les prélèvements autorisés pour l'irrigation. Euh, donc, si je comprends bien, visiblement, je ne comprends pas bien les questions, je dis ça à chaque fois, mais je vais m'assurer de bien répondre. Donc, est-ce qu'on considère l'eau qui est utilisée par les plantes dans les volumes que l'on considère prélevés? Je ne sais pas si c'est bien ça la question. Je pense, mais je pourrais demander à Anne-Hélène si elle voulait poser la question. Ok, ben, pour lui laisser le temps de prendre la parole au besoin, je vais dire que ben, quand il y a des cultures agricoles, il y a un nouvel usage agricole, ben, souvent il y avait déjà un milieu naturel qui était en place qui aussi absorbait de l'eau pour ses différentes fonctions. Donc, on ne vient pas considérer qu'il y a un usage additionnel s'il y a des cultures agricoles qui absorbent la précipitation, là. Donc, je pense qu'il faut considérer quand même l'état naturel au changement d'usage. Mais non, ce n'est pas encadré là, dans le régime d'autorisation spécifique. Je ne sais pas Ok, si d'accord, Anne-Hélène. merci. Ouais, c'était un peu ça ma question, parce que surtout dans le milieu agricole, l'utilisation d'eau, un grand volume, la majorité du volume dans plusieurs cas ne vient pas de l'irrigation, des prélèvements autorisés, mais de l'absorption du sol directement par la culture. Et dépendant des cultures, l'utilisation sera différente. Donc, lorsque vous faites vos analyses de disponibilité de l'eau, soit en comparant le volume utilisé par rapport à ce qu'il y a de disponible en surface, en souterrain. C'est un peu ça ma question. Je me demandais si c'était pris en compte. Alors, surtout dans votre diapositive, vous montrez les volumes utilisés par chaque secteur. Je trouvais que celui du milieu agricole était assez bas comparé aux autres. Donc, c'est de là que venait ma question. Merci. Ouais, ben dans les volumes agricoles, effectivement, là, ils sont un peu plus bas. Puis il y a des sous-estimations dans les volumes, notamment parce que le secteur agricole est seulement assujetti à la déclaration de prélèvement d'eau sur une partie du Québec, donc ce qu'on appelle le bassin versant de l'entente Grand Lac-Saint-Laurent, donc ce qui est en amont du lac Saint-Pierre. Donc, dans les données que j'ai présentées, il y a une sous-représentation du secteur agricole. Par contre, on effectue d'autres estimations qui nous permettent de le prendre en compte, là. Il n'y a pas, il y a pas d'angle mort évident du côté de la connaissance des prélèvements d'eau agricoles. Euh, Par contre, il y a quand même des limites là, qu'on doit mettre à l'application du régime d'autorisation. Donc, tout ce qui est anthropisation du territoire, là, on ne peut pas prendre en compte
chacun des paramètres. On parle de drainage agricole, de drainage municipal, d'imperméabilisation du sol. Donc, ça peut aller très loin dans nos considérations. C'est plutôt du développement de sciences associées au modèle hydrologique que une considération dans le cadre d'analyse de demande d'autorisation de prélèvement d'eau. Je vais peut-être me permettre donc de prendre la dernière question, Nassim, avec la main levée. Les autres questions dans le chat, on va trouver une façon d'y répondre là, à part le webinaire, mais peut-être une dernière question avant de clore le webinaire. Donc, Nassim. Bonjour, merci beaucoup pour ta présentation. Vraiment, vraiment une belle synthèse là, très compréhensible. Merci beaucoup. Moi, ma question est en lien avec justement les orientations gouvernementales, les MRC qui révisent leur schéma d'aménagement actuellement. Donc, comme tu sais, là, tu sais, la disponibilité eau de surface, eau souterraine en lien avec la demande en eau. Donc, c'est des travaux qui sont entamés par la plupart des MRC au Québec. Moi, je me demandais la fiche justement d'accompagnement en lien avec l'évaluation des besoins, la disponibilité en eau et des impacts des changements climatiques. Est-ce que tu as une idée de la publication éventuelle de cette fiche-là d'accompagnement qui aiderait grandement là, les MRC à faire ce processus-là scientifique? Ouais, j'ai l'impression que vous êtes une MRC, après votre question. C'est pas mon secteur spécifiquement qui est responsable de la publication de la fiche, là, puis je ne mentirai pas, nos équipes ont travaillé sur cette fiche-là. Moi, ma compréhension était que la publication était imminente. Donc, on travaille avec ces équipes-là pour le rendre disponible. Donc, je ne veux pas faire de fausses promesses, mais j'avais l'impression que c'était très, très bientôt. Excellent, merci beaucoup. Pas de problème. Merci beaucoup, Sébastien. En fait, il y a énormément de très beaux commentaires comme quoi la présentation était vraiment très claire. Merci d'avoir pris le temps là, de venir présenter ça de manière vraiment limpide. Ça met fin donc au webinaire pour aujourd'hui et à la saison ou la programmation pour ce hiver-printemps 2026 du webinaire. Comme on a dit au début, l'enregistrement sera disponible dans quelques jours pour un visionnement en différé. Avec Cécile, on va conserver les questions dans le chat et je te reviendrai, Sébastien. Et voilà, merci encore une fois, Sébastien. Et puis, ben, bonne journée à tous. Merci beaucoup.